Je ne suis pas un espion professionnel, et je ne suis professionnel dans rien. Je suis un amateur dans tout ce que je fais. Sinon je ne serais pas ici en ce moment, assis dans cette prison. Ce que vous avez fait est ce que nous avons décrit comme la plus grande faille de sécurité. La portion de côte de 14 km dans le sud de la Californie, connue sous le nom de Palos Verdes, abrite certaines des familles les plus riches de Los Angeles. Un lieu improbable pour la naissance d'un véritable thriller d'espionnage de la guerre froide. Pourtant, c'est ici que les amis d'enfance Christophe Jean Boyce et André Dalton Lee allèrent se rencontrer et, quittant leur éducation privilégiée, trahir leur pays. Ensemble, ils se sont lancés tête baissée dans le monde dangereux de l'espionnage. Leur histoire met en mélange d'idéalisme mal placé, de cupidité, d'hédonisme et d'imprudence, allait finalement révéler une violation choquante de la sécurité nationale et laisser une marque durable dans les annales de l'histoire de la guerre froide. Voici l'histoire du Faucon et de l'Homme de Neige. Dans le monde des espions et de l'espionnage, le secret est primordial. Et dans notre monde numérique, votre vie privée en ligne devrait l'être aussi. Lorsque vous utilisez le web sans protection, vos appareils transmettent des données, tant que même sans que vous le sachiez. Et cela peut être vu et volé par à peu près n'importe qui. C'est pourquoi vous avez besoin du sponsor d'aujourd'hui, Private Internet Access. Private Internet Access protège votre connexion Internet grâce à un tunnel chiffré, masque votre adresse IP et protège votre vie numérique. Il me protège des hackers, des fournisseurs d'accès à Internet et d'autres personnes, même sur les réseaux Wi-Fi publics. Il peut se faire la même chose pour vous. Private Internet Access est le VPN le plus transparent au monde avec plus de 30 millions de téléchargements. Private Internet Access a une politique stricte de non-conservation des logs, ne gardant aucune trace de votre activité en ligne. Un seul abonnement protège un nombre illimité d'appareils sur toutes les principales plateformes, assurant la sécurité numérique de tout votre foyer, au-delà des normes de sécurité habituelles. A aussi d'autres avantages avant même la réalisation de cette vidéo. Je voulais voir le film de 1985, Le Faucon et l'Homme des Neiges, mais il n'était pas disponible en streaming au Royaume-Uni sur Tubi Television Private Internet Access, m'a sauvé en me permettant de me connecter à un serveur aux États-Unis pour regarder le film sans restriction géographique. Ma chaîne offre 83% de réduction et 4 mois gratuits, soit seulement 2,03 $ par mois sans risque avec une garantie de 30 jours. Avec un support client 24/7. Cliquez sur le lien en description pour en profiter. Merci à Private Internet Access pour le sponsoring de cette vidéo. L'aîné de 9 frères et sœurs, Christophe Jean Boyce, est né le 16 février 1953. Il a grandi dans un foyer où le patriotisme et le catholicisme étaient les piliers de la vie quotidienne. Son père Charles Boyce était un ancien agent du FBI qui s'était reconverti dans la sécurité d'entreprise dans l'industrie aérospatiale. Chris excellait sur le plan académique, avec un quotient intellectuel de 142, et montrait un leadership naturel, étant élu président de sa classe en 8e année. Mais c'est sa passion pour la fauconnerie qui a vraiment défini le jeune Chris. Son père lui avait offert un livre sur le sujet et, après qu'un ami de la famille, possédant un faucon, lui ait fait une démonstration de vol, Chris est devenu passionné. À 14 ans, il avait obtenu la certification de maître fauconnier, passant d'innombrables heures dans les canyons accidentés autour de Palos Verdes à capturer et à entraîner des oiseaux de proie. Andrew Dalton Lee, en revanche, est venu au monde dans des circonstances différentes. Né le 3 janvier 1952, il a été adopté par le docteur Dalton Bradley Lee, un pathologiste à succès et pilote décoré de la Seconde Guerre mondiale, et par sa femme Anne. Andrew préférait qu'on l'appelle Dalton, comme son père adoptif. À l'inverse de Chris, Dalton éprouvait des difficultés scolaires et sociales. Il semblait avoir arrêté de grandir en 5e, ce qui le laissait à seulement 1,57 m, avec une acné sévère qui accentuait ses insécurités pendant son adolescence. Alors que Chris inspirait naturellement le respect, Dalton cherchait à attirer l'attention par des moyens de plus en plus désespérés au fil des années.
Les deux garçons se sont rencontrés en tant que servants d'hôtel à l'église catholique Saint John Fisher et leur amitié s'est renforcée au lycée Palos Verdes, où ils jouaient tous les deux au football dans l'équipe C. Leur passion partagée pour les rapaces a véritablement scellé leur amitié. Un jour, Dalton a montré les hiboux, les faucons et les faucons qu'il gardait chez lui près du green familial, comme on le fait, et c'est à partir de ce moment-là que Chris et Dalton sont devenus les meilleurs amis. Mais alors que les années 1960 cédaient la place aux années 1970, les bouleversements sociaux qui transformaient l'Amérique commencèrent à fissurer les fondations de leur monde privilégié. La guerre du Vietnam et le scandale du Watergate ont créé des fissures dans la société américaine qui ont atteint même la communauté protégée de Palos Verdes. Chris, qui soutenait avec ferveur l'effort de guerre au départ, commença à remettre en question tout ce qu'on lui avait appris sur la droiture américaine. Les voyages avec sa famille dans les régions rurales du Mexique l'ont confronté à une pauvreté extrême, en contraste frappant avec son éducation confortable. La dissonance cognitive était choquante pour un jeune homme élevé dans des impératifs moraux absolus. Dalton s'est rebellé plus directement, par la drogue. Les lycéens du sud de la Californie regorgeaient de marijuana et même de cocaïne au début des années 1970, et Dalton a adopté les deux avec enthousiasme. La drogue lui offrait quelque chose qu'il n'avait jamais eu, une monnaie sociale. Les filles qui avaient ignoré l'ado petit, maladroit et à la peau abîmée, le recherchaient en nez soudain quand il offrait des échantillons gratuits. À sa dernière année, Dalton avait découvert que le trafic de drogue ne lui apportait pas seulement de l'attention et des faveurs sexuelles, mais aussi beaucoup d'argent. Les notes de Chris ont souffert de l'influence de Dalton, passant d'excellentes à médiocres. Des parents inquiets l'ont transféré au lycée Rolling Hills, espérant que la distance briserait la dynamique destructrice de leur amitié. Mais leur lien, forgé dans la nature avec des buses et des faucons, s'est révélé plus fort que l'intervention des parents. Après l'obtention du diplôme, les deux jeunes hommes se sont éloignés. Dalton a abandonné le collège en quelques mois, adoptant pleinement le trafic de drogue comme profession. En 1973, il écoulait d'importantes quantités de marijuana et de cocaïne, gagnant entre 1000 et 2000 $ par semaine, et sa réputation grandissait en tant que personne liée à de gros trafiquants au Mexique. Chris peinait à trouver sa voie. La mononucléose a retardé son entrée à l'université et il est passé par 3 établissements. Il a brièvement envisagé d'entrer dans la prêtrise, mais après une année passée à l'université Loyola en 1972, il a traversé une crise spirituelle et a abandonné ses études. Lorsqu'une subvention fédérale pour étudier l'histoire de la fauconnerie à la California Polytechnic State University a été refusée, même sa passion ne semblait pas lui offrir de voie claire. Au début de 1974, Chris était à la dérive. En juin de cette année-là, son père Charles Boyce a utilisé ses contacts dans l'industrie aérospatiale pour obtenir à son fils un emploi temporaire chez Thomson Ramo Wooldridge, un important sous-traitant de la défense basé à Redondo Beach. Chris considérait cela comme un emploi temporaire le temps de réfléchir à son avenir. En commençant comme commis général à 140 $ par semaine, son intelligence et son éthique de travail ont fortement impressionné ses superviseurs. En août, Chris était envisagé pour des responsabilités accrues, nécessitant une habilitation de sécurité secrète. Les vérifications d'antécédents n'ont révélé aucun problème, son usage occasionnel de marijuana avoué n'étant pas suffisant pour susciter l'inquiétude. À l'insu de Chris à l'époque, il était préparé pour une affectation à l'un des secrets les mieux gardés de l'Amérique. Le système Riolite était un réseau de satellites de surveillance sophistiqués conçus pour recueillir des renseignements électroniques depuis l'espace. Ces satellites noirs pouvaient écouter des conversations téléphoniques, intercepter des transmissions par micro-ondes et photographier des installations militaires avec une clarté extraordinaire. Leur principale cible était les sites de lancement de missiles chinois et soviétiques. Alors qu'il restait un employé contractuel privé de Thomson Ramo Wooldridge, son salaire devait être payé par la CIA. Le nouveau lieu de travail de Chris s'appelait le Black Vault, un centre de communication sécurisé reliant Thomson Ramo Wooldridge au siège de la CIA à Langley et à Pine Gap, une base conjointe de surveillance par satellite et de renseignement australo-américaine près d'Alice Springs, en Australie. Chaque matin, il franchissait plusieurs points de contrôle de sécurité, désactivait les alarmes et ouvrait les coffres-forts contenant les codes chiffrés quotidiens pour les téléscripteurs cryptés.
Il était chargé de traiter les messages de nuit provenant de l'anglais et d'en distribuer des copies à certains responsables de Thomson, Ramo Wooldridge et de la CIA. Lorsque Chris a débuté son nouveau poste, il a été choqué par la sécurité décontractée dans cet environnement hautement classifié. Il a vu ses collègues introduire régulièrement de l'alcool dans l'établissement, dans des mallettes, traitant les coffres forts, selon ses propres mots, comme un bar à cocktails ouvert en permanence. Mais c'est le contenu des communications qui a vraiment troublé Chris. Il a découvert que la CIA infiltrait activement les syndicats australiens et menait des actions contre le Premier ministre Gough Whitlam, jugé trop à gauche pendant finançant les partis d'opposition pour le renverser. Chris a été choqué d'apprendre qu'une grande partie des renseignements recueillis étaient délibérément retenus à l'Australie, malgré les accords prévoyant un partage total des renseignements satellitaires avec le gouvernement australien. Thomson Ramo Wooldridge concevait même un nouveau système satellitaire plus sophistiqué appelé Argus, à propos duquel les Australiens ne devaient alors rien savoir. Pourquoi la CIA cherchait-elle à s'ingérer dans la politique australienne ? En bref, les États-Unis n'aimaient pas l'orientation de gauche de Gough Whitlam. Whitlam avait retiré les troupes australiennes du Vietnam et avait publiquement critiqué les bombardements américains sur Hanoï en 1973. Il y avait une inquiétude que le gouvernement de Gough Whitlam puisse révéler la véritable fonction des bases Quebec-Tourne secrètes américaines en Australie, qui à cette époque n'avaient jamais été reconnues publiquement. Pine Gap était crucial pour la collecte de renseignements des États-Unis et il ne pouvait pas risquer que Whitlam mette fin à l'accord permettant son fonctionnement. Il y avait aussi une inquiétude qu'un gouvernement de gauche soit plus facile à infiltrer par le KGB. De plus, les satellites espions ne ciblaient pas seulement des adversaires de la guerre froide comme la Chine et l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais surveillaient également des alliés américains, dont Israël, le Japon et la France. Chris estimait que cela allait trop loin et ne pouvait se justifier comme une protection de la sécurité nationale américaine. Le complexe militaro-industriel et de renseignement d'entreprise qui constituait son environnement de travail lui semblait imprégné d'hypocrisie et de nationalisme insensé. Pour un jeune homme déjà désabusé par des événements comme la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate, ce qu'il considérait comme la trahison des alliés des États-Unis et des engagements pris par traité lui apparaissait comme une corruption morale au cœur du pouvoir américain. La désillusion de Chris s'est intensifiée durant 1974 et début 1975. Lors des fêtes du week-end, la langue déliée par l'alcool et la cocaïne, il a commencé à partager des détails sur son travail avec Dalton. Il parlait des tromperies, de la CIA, de la sécurité laxiste dans le coffre noir, et de son mépris grandissant pour toute l'opération. Pendant ce temps, les ennuis juridiques et financiers de Dalton s'aggravaient. Sa dépendance à la drogue, qui lui coûtait $500 par semaine, avait entraîné de multiples arrestations. Il avait violé à plusieurs reprises les conditions de sa probation et il risquait une lourde peine de prison. Un soir, Chris fit une suggestion fatidique à Dalton. Pourquoi ne pas vendre des informations classifiées à un gouvernement étranger ? L'idée est née du désir de Chris de mener ce qu'il appellerait plus tard une guerre solitaire contre le gouvernement qu'il avait fini par mépriser. Pour lui, c'était une forme de protestation, une manière de riposter contre l'hypocrisie du système. Pour Dalton, des signes de dollars ont dû apparaître dans ses yeux. Il pensait que cela pourrait être la solution à ses problèmes de drogue et de justice. Pourtant, Dalton avait du mal à croire la suggestion de son ami de longue date. L'espionnage était plus grave que le simple trafic de drogue. Mais à l'approche de sa comparution au tribunal, l'idée de la prison devenait de plus en plus séduisante. Début avril 1975, quelques jours seulement avant son audience prévue au tribunal, Dalton s'est enfui à Mexico. C'est ainsi que les jeux d'espions ont débuté. L'approche de Dalton envers les services de renseignement soviétiques en avril 1975 était plutôt directe. Il est simplement entré dans l'ambassade soviétique, a annoncé qu'il possédait des informations top secrètes sur les satellites espions américains et a exigé de parler à un responsable. Peu après, il était assis face à Vassili Ivanovitch Okana, agent du KGB. Ayant été préparé par Chris, Dalton s'est présenté comme un coursier pour un employé anonyme du gouvernement américain ayant des sympathies socialistes. Comme preuve d'accès, il a fourni des cartes informatiques et du matériel de téléimprimeur des systèmes de chiffrement de Thomson Ramo Wooldridge que Chris avait exfiltrés. O'Connor, d'abord sceptique, semblait impressionné par les connaissances techniques de base de Dalton. Ils ont organisé une réunion de suivi et Dalton était reparti avec $250 pour couvrir ses frais.
Ce soir-là, Dalton a appelé Chris d'une cabine téléphonique à Hermosa Beach. Leur plan prenait forme et devenait maintenant quelque chose de concret. Pendant le reste de 1975 et jusqu'en 1976, un flux régulier de documents classifiés a circulé du poste de Chris dans le coffre noir vers les contacts soviétiques de Dalton à Mexico. Des cartes de chiffrement, des copies de messages rhyolites et des documents techniques ont changé de main contre des paiements de plus en plus importants. Les soviétiques ont fourni à Dalton un système élaboré pour organiser les rendez-vous, utilisant des cartes postales et des marques de rubans adhésifs sur les lampadaires aux intersections de Mexico. Pour éviter ces ennuis judiciaires croissants, Dalton a acquis une fausse identité sous le nom de Theodore Philip Lovelace, utilisant les informations d'une personne décédée pour obtenir un permis de conduire californien. Cela lui a permis de voyager librement entre le Mexique et les États-Unis, tout en étant techniquement un fugitif de la justice américaine. À mesure que l'opération prenait de l'ampleur, les exigences des agents soviétiques augmentaient là. Ils voulaient les fréquences de transmission par satellite et des photographies des charges utiles, rhyolite et Argus, c'est-à-dire le matériel satellite réel contenant l'équipement sophistiqué de surveillance électronique qui rendait ces satellites espions si précieux. Ces charges utiles abritaient pour les récepteurs sensibles, les transmetteurs et le matériel photographique qui permettaient aux satellites d'intercepter les communications et de capturer des images détaillées depuis l'espace. En mars 1976, Dalton s'est rendu à Vienne pour une formation avancée en espionnage. Lors de ce voyage, les soviétiques lui ont fourni du matériel photo spécialisé et une formation aux techniques de communication secrète. Malgré leur enseignement professionnel, les photographies que Dalton a ensuite fournies étaient constamment de mauvaise qualité, souvent des images floues de sujets sans importance ou de femmes nues de façon embarrassante qu'il avait photographiées pour des raisons personnelles. Malgré l'optimisme des agents référents quant au potentiel du partenariat, des fissures apparaissaient déjà. Sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne lors des réunions à Vienne, Dalton a révélé en état d'ivresse le nom complet de Christopher Boyce à Mazenkov. Pendant ce temps, Chris était de plus en plus frustré, soupçonnant une manipulation financière de Dalton. Dalton gardait environ $4 pour chaque dollar qu'il rendait à Chris, utilisant la majeure partie de l'argent pour alimenter sa dépendance croissante à l'héroïne. À la fin de 1976, le partenariat se détériorait rapidement. Chris, considérant les secrets qu'il volait davantage comme des outils de protestation que de profit, était dégoûté par la cupidité et l'imprudence de Dalton. Frustré par son partenaire peu fiable, Chris a complètement contourné Dalton et a établi une communication directe avec le KGB. Les soviétiques n'ont pas apprécié cette approche directe, ni le fait que Chris ait pris l'initiative d'écarter leur coursier de l'affaire. La confrontation a atteint son paroxysme en octobre 1976, lorsque Chris a insisté pour accompagner Dalton à Mexico. À l'ambassade soviétique, ils ont été escortés jusqu'à une salle de réunion au sous-sol où les deux Américains ont d'abord été accueillis avec des boissons et un enthousiasme apparent. Mais les choses les ont mal tournées lorsque Chris a dû expliquer qu'il était impossible d'obtenir les fréquences satellites demandées par les soviétiques. Cette information était détenue par la National Security Agency et Western Union, pas par Thomson Ramo Wooldridge. L'ambiance des officiers du KGB s'est nettement assombrie. Alors que Dalton, qui était dans son état habituel d'ivresse, commença à se plaindre du condo à Puerto Velata qu'on lui avait promis, l'un des officiers du KGB posa un pistolet sur la table. Clairement, les soviétiques en avaient retassé et le message était sans équivoque. Lorsque Dalton quitta la pièce, Chris porta le coup fatal à leur partenariat. Il déclara au KGB que Dalton était un héroïnomane et qu'il avait même menacé de révéler leur opération au père de Chris, qui travaillait au FBI. Il fut alors convenu qu'il était nécessaire d'écarter complètement Dalton de l'affaire. Le KGB fit une proposition qui révéla la véritable ampleur de leurs ambitions pour Chris. Ils pensaient aimer sur le long terme. Ils voulaient cessante et que Chris quitte son emploi chez Thomson Ramo Wooldridge, s'inscrive à l'université avec un financement soviétique et cherche finalement à travailler pour la CIA ou le département d'État. Il deviendrait une taupe toute prête, pouvant potentiellement fournir des renseignements pendant des décennies depuis sa position, assis dans une pièce faiblement éclairée au sous-sol de l'ambassade soviétique à Mexico. C'était une offre que Chris pouvait difficilement refuser, même s'il l'avait voulu. Ainsi, Christopher Boyce est retourné en Californie et a commencé à préparer sa candidature pour l'Université de Californie à Riverside. Il s'est concentré sur des cours qui le prépareraient à des carrières dans le renseignement ou le service extérieur.
Avant de quitter Thomson Ramo Wooldridge à la mi-décembre 1976, il a volé un dossier volumineux sur le projet Pyramida, un système satellitaire proposé, classé top secret, mais négligemment laissé dans une armoire non sécurisée. Ces documents devaient être le cadeau d'adieu de Chris aux Soviétiques avant sa transition vers son nouveau rôle d'agent dormant sous couverture profonde. Après la réunion d'octobre à Mexico, Dalton était retourné à Mazatlan. Lorsqu'il a tenté d'organiser une autre rencontre début novembre, en plaçant les marques convenues sur les lampadaires de Mexico, aucun agent de liaison soviétique n'est apparu. Malgré les avertissements sur la sécurité de l'ambassade, Dalton est entré dans l'enceinte soviétique, exigeant de voir son agent de liaison du KGB, Boris Gish. Gish était furieux. Il a qualifié le matériel de Dalton de sans valeur et l'a traité d'imbécile pour avoir désobéi aux instructions. 2 chauffeurs ont traîné l'Américain protestataire dans une limousine et l'ont déposé sur une rue pavée à des kilomètres de l'ambassade. Le message était « on ne peut plus clair », mais Dalton était persévérant, à défaut d'autre chose. Contre son meilleur jugement, Chris accepta que Dalton serve de coursier une dernière fois afin qu'il puisse vendre les documents du projet pyramidaire aux Soviétiques. Dalton devait être aux anges. Il pensait que l'information pourrait rapporter jusqu'à 75 000 $ aux Soviétiques, assez d'argent pour payer un aller simple pour le Costa Rica et commencer une nouvelle vie loin de ses ennuis judiciaires. Avec son audience prévue pour le 20 janvier 1977, tout était en place pour l'acte final de ce drame d'espionnage d'amateur. Le matin du 6 janvier 1977, Andrew Dalton Lee marcha tranquillement vers l'ambassade soviétique à Mexico. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la police mexicaine avait renforcé sa surveillance de l'ambassade après le meurtre d'un policier par un groupe terroriste marxiste mexicain la semaine précédente. À 11h, Dalton jeta nonchalamment un objet à travers la grille de sécurité de l'ambassade. Les agents de surveillance l'ont aussitôt encerclé, demandant des explications en espagnol. Au début, le charme habituel de Dalton semblait fonctionner. Il s'est excusé dans un mauvais espagnol et anglais, disant qu'il jetait juste des déchets. Un diplomate américain, ayant reconnu l'homme comme un compatriote, a contacté l'ambassade des États-Unis pour obtenir de l'assistance. Mais ensuite, les gestes frénétiques de Dalton ont fait tomber un joint à moitié fumé de ses vêtements. L'espoir d'une meilleure journée s'est immédiatement évaporé. Dalton a été emmené dans un commissariat de Mexico où son véritable cauchemar a commencé. Croyant avoir un suspect terroriste entre les mains, les heures d'interrogatoire se sont transformées en jours et les méthodes de questionnement sont devenues de plus en plus brutales. Après 3 jours de coups et de privation de sommeil, Dalton a finalement craqué. Il a avoué ses activités d'espionnage et a donné le nom de son complice, Chris. Il a affirmé qu'il faisait partie d'une opération de désinformation de la CIA, une tentative maladroite de sauver sa peau et de se présenter comme un Américain patriote plutôt qu'un traître. Au lieu de le poursuivre, les autorités mexicaines ont expulsé Dalton. Une semaine plus tard, 3 agents du FBI l'attendaient à l'aéroport international de Los Angeles. Au siège du FBI, Dalton s'est vu présenter une confession dactylographiée fondée sur ses déclarations à la police mexicaine. Espérant encore que sa couverture de la CIA pourrait lui offrir une certaine protection, il a signé les documents détaillant les lieux de rendez-vous, les matériaux transmis et les paiements reçus. Avec cette confession, le FBI a rapidement préparé l'arrestation de Christopher Boyce. Ce qui avait commencé comme une simple opération antidrogue avait révélé l'une des violations de renseignements les plus graves de l'histoire américaine de la guerre froide. Pour Dalton, qui risquait désormais des accusations d'espionnage passibles de la peine de mort, la réalité commençait à s'imposer. Son talent pour se sortir des ennuis par la parole l'avait finalement complètement abandonné. Le 16 janvier 1977, des agents du FBI ont encerclé la maison isolée de Christophe Boyce, située sur un élevage de dindes dans une zone rurale du comté de Riverside. Ils l'ont arrêté sans incident alors qu'il revenait d'une expédition de capture de faucons. Au siège du FBI à Los Angeles, Chris a également fait des aveux. Il a décrit la sécurité laxiste chez Thomson Ramo Wooldridge, sa désillusion politique et le rôle de Dalton dans la conspiration. Il a décrit Dalton comme un voyou qui l'avait trompé et lui avait menti, tandis qu'il se présentait simplement comme un aventurier.
Les arrestations ont bien sûr fait la une des journaux nationaux, suscitant la perplexité du public quant à la façon dont deux jeunes hommes, issus de milieux aussi privilégiés, avaient pu choisir l'espionnage soviétique comme voie de vie. En moins de 2 semaines, ils ont été inculpés au niveau fédéral de 8 chefs d'accusation d'espionnage et de conspiration. Munie des aveux, l'affaire aurait dû être simple et rapidement réglée, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Dalton a soutenu qu'il agissait en tant que sous-traitant de la CIA dans le cadre d'une campagne de désinformation. Alors que Chris affirmait avoir été victime de chantage de la part de Dalton, qui menaçait de le dénoncer à son père du FBI après l'échec des négociations de plaidoyer, l'affaire a dû être portée devant le tribunal. C'est ici que le gouvernement américain s'est retrouvé face à un dilemme. Obtenir des condamnations signifiait potentiellement révéler des renseignements hautement sensibles sur les opérations satellitaires, ce qui n'avait jamais été reconnu publiquement. Il a finalement été décidé de poursuivre en utilisant uniquement certaines parties, des documents Perimeter comme exemple parmi les milliers d'éléments volés à Thomson Ramo Wooldridge. Les deux procès ont suivi des schémas similaires. Christopher Boyce a été condamné le 28 avril 1977 après moins de 4 heures de délibération du jury. La condamnation d'Andrew Dalton Lee a suivi le 12 mai alors qu'il n'avait que 24 ans. Christopher Boyce a écopé de 40 ans de prison fédérale. Andrew Dalton Lee a été condamné à la prison à vie. Des ondes de choc ont été ressenties dans toute la politique australienne et au sein du renseignement américain après que le public a appris l'affaire du Faucon et de l'Homme des Neiges. En Australie, la décision du Premier ministre Gough Whitlam de révéler publiquement l'existence des stations d'écoute américaines, jusque-là secrètes, et le financement par la CIA de groupes d'opposition a créé ce que les observateurs ont qualifié de chaos politique. Sa transparence a peut-être contribué à sa destitution spectaculaire par le gouverneur John Kerr, tandis que le témoignage de Boyce lors du procès concernant la manipulation des syndicats australiens par les États-Unis a déclenché des enquêtes journalistiques qui se sont transformées en véritables tornades politiques. Cela a finalement forcé les deux gouvernements à renégocier leurs accords concernant les bases américaines sur le sol australien. Pour les États-Unis, les dégâts ont été encore plus graves. La CIA a été contrainte de faire son premier aveu public d'implication dans des opérations clandestines de satellites et des responsables du renseignement ont reconnu en privé qu'il s'agissait de l'une des pires violations de l'histoire de la CIA. C'était la première fois que le KGB avait réellement pénétré les opérations américaines de satellites de surveillance. Les retombées ont entraîné d'importantes réformes de sécurité. Thomson Ramo Wooldridge a mis en place des protocoles de système de binôme dans leur coffre-fort noir, la CIA a lancé des inspections surprises chez les sous-traitants de la défense et l'agence a accéléré le développement de satellites d'écoute plus avancés. Pendant ce temps, les soviétiques ont commencé à coder les signaux de leurs essais de missiles, aveuglant ainsi efficacement le renseignement américain sur des données militaires cruciales. Ce qui avait commencé comme la trahison de deux jeunes hommes avait fondamentalement modifié le paysage du renseignement, donnant aux services soviétiques maintenant une connaissance intime des programmes satellitaires les plus sensibles de l'Amérique, tout en forçant une refonte complète de la manière dont les États-Unis protégeaient leurs secrets les mieux gardés. L'incarcération de Chris a commencé à la prison fédérale de Terminal Island, dans le port de Los Angeles, alors qu'il attendait encore sa condamnation. Confiné dans une cellule de 2,5 mètres sur 1,5 en sécurité maximale, 24 heures sur 24, il passait son temps à lire de l'histoire et à faire 1200 pompes par jour, mais son esprit était obsédé par des pensées d'aise et d'évasion. Il a ensuite été transféré au pénitencier fédéral de Lompoc, où ses plans d'évasion ont commencé à prendre forme. Il a remarqué une faille de sécurité critique dans l'enceinte de la prison. Il y avait un point à l'intérieur de la zone de détention sécurisée, entre les portes intérieures et extérieures du sas, qui n'était protégé que par une seule couche de grillage. S'il parvenait à escalader cette section de la clôture, il pourrait en grande partie éviter l'allée mortelle de fils barbelés et s'échapper. Inspiré par le film de Clint Eastwood, L'évadé d'Alcatraz, qui, croyez-le ou non, avait été diffusé lors d'une soirée récréative à la prison, Chris a planifié son évasion. Il a fabriqué une tête en papier mâchée en cours d'art, qu'il prévoyait d'utiliser pour tromper les comptages du soir effectués par des gardiens de nuit indifférents. Avec l'aide de son codétenu Billy, il a obtenu un poste dans l'équipe de maintenance pour accéder à l'extérieur et, en plein jour et sous le regard attentif des gardiens de prison, il a réussi à creuser un passage peu profond dans un drain de puisard près de la clôture périphérique. Le 21 janvier 1980, Christopher Boyce est sorti du fossé de drainage bien après l'extinction des feux.
Là, il s'était caché et avait attendu pendant des heures après le dernier comptage du soir. Ses jambes le faisaient souffrir à cause des heures passées feinté dans ce petit trou exigu. Il réussit à escalader la clôture en grillage et, à l'aide du sécateur qu'il avait volé dans l'abri à outils de la prison, il coupa les fils barbelés qui bloquaient son passage. Il sauta ensuite de 3 mètres vers la liberté, épuisé, mais hors de la prison. Son absence cette nuit-là, alors qu'il disparaissait dans la nature sombre, passa inaperçue. Soudainement, Boyce devint le fugitif le plus recherché par les marshals américains. Durant les 19 mois suivants, Boyce survécut dans la nature sauvage du sud de la Californie, appliquant ses compétences de fauconnerie pour subsister. Il a finalement réussi à atteindre le nord de l'Idaho, où il a trouvé du travail dans une plantation d'arbres près de Bonner's Ferry, en utilisant le faux nom de Jim Namchick. Cependant, cette vie modeste n'a pas suffi à quelqu'un habitué au confort et à l'argent. Au milieu des années 1980, Chris a commencé une nouvelle carrière criminelle en tant que braqueur de banque. Il a retrouvé un ancien codétenu, Calvin Robinson, et, avec les frères James et Joseph Pratt, le gang a braqué jusqu'à 16 banques à travers l'État de Washington et l'Idaho. L'objectif final de Chris demeurait la défection vers l'Union des républiques socialistes soviétiques. Au début de l'année 1981, il a acheté la moitié d'un bateau de pêche, espérant traverser le détroit de Bering. Face à l'innavigabilité de sa petite embarcation, il s'est installé à Port Angeles, Washington, pour apprendre à piloter, envisageant de rejoindre le territoire soviétique par les airs. La chance de Christopher Boyce a finalement tourné le 21 août 1981. James Pratt, se sentant lésé par la répartition de l'argent volé lors des braquages de banque, a contacté le FBI dans l'espoir d'obtenir une récompense. Après 2 semaines de chasse à l'homme, les marshals américains ont repéré Chris, seul dans sa voiture, au restaurant Pit Stop Burger à Port Angeles. Il a rapidement été entouré par des agents fédéraux armes au poing et n'a fait aucune tentative pour s'échapper ou résister. Et ainsi, Chris est retourné en prison. Il a plaidé coupable de 5 braquages de banque, bien qu'il en ait certainement commis beaucoup plus, et a reçu une peine minimale obligatoire en plus de sa peine initiale de 40 ans pour espionnage. Une fois de retour derrière les barreaux, Chris a été attaqué par des détenus suprémacistes blancs à Leavenworth, ce qui a conduit à son transfert à la prison fédérale ultra-restrictive de Marion, où il a passé des années en isolement total. En 1985, son témoignage devant une sous-commission du Sénat enquêtant sur les habilitations de sécurité lui a valu quelques concessions, dont un temps de loisir limité. La clé de la liberté éventuelle des 2 hommes fut l'activiste Kathleen Kate Mills. Elle avait lu leur histoire et a choisi de consacrer près de 2 décennies de sa vie à obtenir leur libération. Les efforts de Kelleher et du juge, ayant prononcé la sentence initiale, ont conduit à la libération conditionnelle de Dalton en 1998, après 21 ans de prison. Christopher Boyce a été libéré sur parole le 15 mars 2003, après avoir purgé environ 25 ans dans une prison fédérale. En octobre 2002, il a épousé Kate Mills. Alors que les procureurs de l'époque soutenaient qu'il s'agissait de l'un des complots les plus dommageables de l'histoire des États-Unis, il a été révélé dans une note de sécurité russe de 1997 que les informations fournies par Boyce et Lee étaient aussi inutiles qu'il n'existait même pas de dossier dans les archives russes actuelles. Il s'est avéré que le projet Pyramida avait été abandonné 3 ans avant le vol des documents et n'était plus financé. Au total, Andrew Dalton Lee a reçu 60 000 $ américains de la part des soviétiques, tandis que Christopher Boyce n'a empoché que 15 000 $ et une petite quantité de cocaïne. Aujourd'hui, les 2 hommes vivront tranquillement à la retraite. Andrew Dalton Lee a réussi à se débarrasser de sa dépendance à la drogue pendant son incarcération et est devenu prothésiste dentaire certifié, mais il n'a jamais exprimé de véritable remords pour ce qu'il a fait, pas même pour son trafic de drogue. Il a brièvement travaillé comme assistant de Sean Penn après la sortie du film de 1985 Le Faucon et la Neige, qui racontait son histoire et celle de Boyce. Aujourd'hui, il mène une vie discrète dans le sud de la Californie. Christopher Boyce, libéré de sa liberté conditionnelle depuis 2008, vit dans l'Oregon et est apparu dans diverses interviews télévisées. Il publie parfois sur les réseaux sociaux à propos de ses faucons. Le temps semble avoir tempéré sa position autrefois sans remords.
Boyce a reconnu sa naïveté d'avoir choisi de mener une guerre en solo contre la puissance du renseignement américain et a exprimé des regrets pour ses actes, en particulier les braquages de banques qu'il a qualifiés d'impardonnables. L'histoire du faucon et du bonhomme de neige révèle le contraste saisissant entre les deux espions. L'un était motivé, disait-il, par une désillusion idéaliste, l'autre mu par l'appât cynique de l'argent et de la drogue. Certains aujourd'hui placent Christophe Boyce dans la même catégorie que des lanceurs d'alerte plus récents comme Edward Snowden et Chelsea Manning. Vous pouvez vous faire votre propre opinion pour savoir si des personnes comme celle-ci sont des héros, des traîtres ou les deux à la fois.